Bonjour, je m'appelle Monique Cormier. Je suis vice-rectrice associée langue française et francophonie à l'Université de Montréal et je dirige le bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. Le président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, M. Denis Desgagnés, se joint à moi pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au lancement officiel du 5e Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques et particulièrement aux jeunes de nationalité américaine qui célèbrent leur fête nationale aujourd'hui. Le recteur Guy Breton est celui qui a inspiré en tout premier le nouvel élan en faveur de la langue française à l'Université de Montréal, élan dont nous voyons un des résultats ce matin. C'est à titre de recteur de l'université hôte de ce forum, qui se tiendra sur plus d'une semaine, que j'invite M. Breton à vous adresser la parole. M. Breton. Merci, Madame Cormier. Monsieur le consul général de France au Québec, Madame la consul générale de France à Montréal, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Monsieur le député de Bourassa, Monsieur Grégory Charles, Madame la présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, Monsieur le président de l'ACFAS, Madame la directrice générale de l'ACFAS, distingués invités, dignitaires, chers collègues, surtout, chères jeunes ambassadrices, chers jeunes ambassadeurs, je vous souhaite la plus généreuse, la plus chaleureuse des bienvenues à l'Université de Montréal. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir sur le campus de la plus importante université francophone des Amériques. Nous avons parmi nous 55 jeunes d'une vingtaine de pays des Amériques. Ils ont été triés sur le volet. Ils sont dégourdis, ils sont ambitieux, ils sont engagés dans leur milieu, ils sont brillants, ils sont pleins d'idées, pleins de projets, pleins de potentiel. Surtout, pas tout de suite, là. Même si c'était pertinent. Surtout, ils sont amoureux de la langue française et pour moi, c'est très, 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 très important. Cette langue de Molière et de Léopold Senghor, mais aussi celle de Xavier Dolan, de Corias et des millions de jeunes qui la font vivre avec toute sa fougue, toute sa diversité d'accents. Chers jeunes participants, vous êtes ici parce que vous représentez l'avenir de la francophonie. Gilles Vigneault, l'un des grands poètes du Québec, a déjà dit ceci. La francophonie, c'est un vaste pays sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral, qui est en chacun de nous. Vous, chers jeunes, vous êtes de ce pays. Ce pays est en vous. Partout où la vie vous mènera, vous en serez les fières ambassadrices et ambassadeurs. L'Université de Montréal se voit, elle aussi, comme une ambassadrice de cet espace francophone qui nous unit et qui nous définit. Je dis souvent que pour un établissement international comme l'Université de Montréal, un établissement qui doit nécessairement naviguer dans le monde anglophone, le français n'est pas un handicap, c'est plutôt une force, un avantage. Et c'est un élément qui nous distingue. Et là, je vais sortir de mon texte. Lorsque je suis devenu recteur, il y a 6 ans, j'avais été interviewé dans une station radio anglophone où on m'avait dit « Ne vous sentez-vous pas handicapé du fait que vous parlez français? »
j'avais répondu calmement, mais fermement, que non, que je croyais que cette dame qui m'interviewait était peut-être handicapée parce qu'elle ne me semblait pas maîtriser une autre langue que sa seule langue, et que je croyais donc que nous avions un avantage, pas juste en termes d'outils de communication, mais de façon de réfléchir. Parce que la langue, ce n'est pas juste une façon pour parler, pour communiquer, c'est une façon d'analyser les choses, de les voir. Et dans le monde où nous sommes actuellement, de voir avec une perspective différente, c'est toute une richesse. Je crois tellement à la francophonie et à la beauté de la langue. Ma mère enseignait le français. C'est pourquoi nous avons créé, à l'époque où Mme David était vice-rectrice ici, le Bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie, qui est dirigé de façon remarquable par Mme Cormier. Pour nous, ce bureau, c'est un outil précieux. À travers lui, nous affirmons que la langue française est un véhicule privilégié pour nous projeter dans le monde, pour diffuser nos idées, notre savoir, notre culture, et pour créer des liens et amorcer le partage. Chers jeunes participants, je vous avoue que je vous envie. Oui, oui, je vous envie parce que vous avez la vie devant vous, et ça semble long quand on est à votre place, mais quand on est à notre place, c'est plus court. Je vous envie parce que vous allez passer une semaine spectaculaire avec des gens brillants et inspirants qui sont ici, des gens que moi, je n'ai rencontrés que lorsque j'avais le double de votre âge. Vous êtes privilégiés de ce que vous allez vivre, je vous envie. Et j'en profite pour remercier ceux qui vont vous interagir avec vous dans les jours qui viennent. Vos collègues, vous allez donc passer une semaine avec des gens brillants, des gens inspirants. Vos collègues d'abord, vos collègues ambassadrices, ambassadeurs, avec qui je vous invite à lier des amitiés qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Je reviens d'un voyage en France où j'étais dans le cadre du U15, les grandes universités de recherche canadiennes, et j'ai fêté là une amitié que j'ai avec un Parisien qui était venu étudier ici il y a 40 ans. Comme quoi, les amitiés peuvent durer longtemps et elles sont toujours porteuses de retombées, d'expériences extraordinaires. Vous allez aussi côtoyer de près des auteurs, des artistes, des politiciens, des journalistes, des diplomates, des leaders qui ont des expériences extraordinaires à partager avec vous. Je vous envie vraiment beaucoup. Lorsque vous serez en leur présence, lorsque vous échangerez avec eux, dites-vous qu'un jour, c'est vous qui pourriez être à leur place. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séjour sur notre campus. Ne manquez pas de découvrir Montréal. L'été, Montréal, c'est une grande fête en plein air, ininterrompue. Montréal, c'est la capitale étudiante du Canada. C'est une ville aussi diverse et colorée que votre merveilleux groupe. C'est une ville ouverte, une ville inclusive, une ville sécuritaire, une ville en pleine effervescence qui a un appétit pour des gens comme vous. Merci à toutes et à tous à votre présence. Bonne journée et ayez un extraordinaire séjour à Montréal. Merci beaucoup, M. Breton. La mission de l'Université de Montréal et celle du Centre de la francophonie des Amériques, créateur de ce forum, ont ceci en commun qu'elles visent toutes les deux la formation en langue française des jeunes, d'où qu'ils proviennent. L'alliance de ces deux institutions était donc toute naturelle. Aussi inviterai-je la présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, Mme Diane Blais, à vous adresser quelques mots de bienvenue et à vous présenter le parrain de ce forum. Mme Blais. J'ai le même âge que le recteur.
Alors, Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Madame la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Monsieur le député de Bourassa à la Chambre des communes du Canada, Monsieur le député de Verchères au Québec, Monsieur le consul général de France à Québec, Madame la consul générale de France à Montréal, Monsieur le consul général de Cuba, Madame la consul générale du Pérou, Monsieur le consul honoraire de Bolivie, Monsieur Benoît Pelletier, ancien ministre du gouvernement du Québec de 2003 à 2008 et fondateur du Centre de la francophonie des Amériques, Monsieur Clément Duhem, administrateur d'État au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Monsieur Jean-Louis Roy, premier président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, Monsieur Grégory Charles, parrain de notre événement, distingués invités, jeunes ambassadeurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette 5e édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. On vous l'a dit, le Centre de la francophonie des Amériques est ravi d'être accueilli à l'Université de Montréal, et c'est mon alma mater aussi, pour une semaine qui s'annonce riche en apprentissage. Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de mettre en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Il contribue ainsi à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française. Vous savez, au Québec, nous avons le privilège de vivre notre francophonie au quotidien, sans trop y penser et parfois même sans prendre conscience de la chance que nous avons. Il est donc de notre devoir de faire évoluer la langue française et de la faire rayonner dans toutes les Amériques. Le Forum en est un bon exemple. Cette rencontre nationale est véritablement l'expression d'une francophonie dynamique, inclusive et solidaire, et le Centre en est fier. Nous souhaitons que ce forum soit pour vous, chers futurs ambassadeurs, l'occasion de créer des liens durables avec tous les membres des communautés francophones des Amériques, et ces liens stimuleront vos échanges et vos actions. Je tiens à vous féliciter, chers aspirants au titre d'ambassadeur. Sachez que vous avez été sélectionnés parmi 550 candidatures de très haut calibre. En effet, le Forum des jeunes ambassadeurs est un programme phare du Centre de la francophonie des Amériques. Et d'année en année, les candidats veulent y participer toujours de plus en plus nombreux. Nous comprenons votre enthousiasme, car cette semaine, on vous l'a dit, vous vivrez une expérience inoubliable. Vous recevrez une formation qui vous inspirera tout au long de votre vie. Vous aurez l'occasion de discuter, d'échanger, de réfléchir sur les grands enjeux de la francophonie dans les Amériques. Vous ferez des rencontres inspirantes, vous entendrez des conférenciers d'envergure internationale et vous prendrez part à des tables rondes et à des ateliers qui vous en apprendront sur les autres, mais également sur vous-même. Toutes ces activités vous permettront de mieux comprendre la réalité des francophones qui vivent aux quatre coins des Amériques, et vous y serez encore plus sensible. Vous êtes nos futurs ambassadeurs. Il s'agit d'un honneur, mais aussi d'un titre qui comporte son lot de responsabilités. Vous êtes déjà des leaders connus dans vos communautés, mais au terme de la formation que vous aurez cette semaine, vous serez encore mieux outillés pour faire rayonner le fait français dans l'ensemble des Amériques. Je suis reconnaissante envers nos 5 chefs de famille, dont le rôle est primordial, pour avoir accepté cette semaine de collaborer à ce forum. Ayant déjà vécu eux-mêmes cette extraordinaire expérience du forum, ils sont des modèles à suivre. Tout au long de l'événement, ils sauront vous accompagner, vous guider et vous écouter. Je remercie chaleureusement l'Université de Montréal et son recteur, M. Breton, qui, par l'entremise du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, accueille cette 5e édition du Forum des jeunes ambassadeurs.
Je tiens particulièrement à exprimer ma gratitude à Mme Cormier, une collègue de longue date, ainsi que toute son équipe pour la collaboration hors classe à l'organisation de ce forum. Je dis merci pour leur soutien financier au gouvernement du Québec, plus particulièrement au Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes et à l'enseignement supérieur, merci Madame la ministre, ainsi qu'à Patrimoine canadien. Je tiens également à souligner la part de tous nos partenaires et collaborateurs, le Consulat général de France à Québec, la Ville de Montréal, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, les éditions Serge Billet, l'organisme Le Français pour l'avenir, la région Guadeloupe, la gouvernance au féminin, le programme Explore, Montréal en histoire et la SELF, ainsi que nos partenaires médias, le Canal Savoir, TV5 Monde et le quotidien Le Devoir. Et que dire de l'enthousiasme de M. Grégory Charles, qui a accepté d'agir à titre de parrain de l'événement. Son dynamisme, son engagement auprès des jeunes et son parcours font de lui un modèle inspirant pour toute la jeunesse et pour toute la francophonie. Je l'invite sans plus attendre à vous adresser la parole et je vous souhaite un bon forum. Distingués invités, jeunes ambassadeurs et ambassadrices, d'abord, bienvenue. Ça me fait sentir vieux d'être ambassadeur et en même temps, ça me rappelle toutes sortes de souvenirs. Et j'aimerais prendre la balle au bon sur quelques petites choses qui ont déjà été dites pour partager quelques réflexions avec vous. D'abord, on vient de dire plusieurs fois en peu de minutes le mot francophonie. Comme si c'était un gouvernement ou un pays ou un organisme, mais dans le fond, ce n'est qu'une langue. Et c'est peut-être la chose la plus importante, en fait, de ce que c'est. Et en écoutant mes deux prédécesseurs ici au podium me parler, je me suis rappelé qu'en 1978, il y avait on a fait ici au Québec un petit magazine qui s'appelait On parle français au Québec. Et je me suis rappelé que le visage qui représentait les francophones d'ici sur ce petit magazine, alors que je n'avais que 10 ans, c'était ce joli minois. J'étais cute, jeune. Cette présence-là sur ce magazine a eu des répercussions parce que l'année suivante, c'était l'année internationale de l'enfant et on avait décidé d'envoyer un contingent important de francophones à cette année internationale de l'enfant. Alors, moi, j'étais un jeune pianiste à l'époque et j'étais allé donner des concerts un peu partout à travers le monde cette année-là. Et qu'est-ce qui sous-tendait cette expérience pour moi? C'était l'expérience de la langue. Bon, il y avait d'autres talents qui étaient mis à profit, mais c'était quand même l'expérience de la langue. Dans les années qui ont suivi, j'ai fait le tour des ambassades et surtout des avant-postes du Québec à travers le monde. Je parlais avec des gens du Mexique tout à l'heure à qui j'ai dit que je suis allé quelque part au début des années 80 pour une tournée de concerts. Et encore, ce qui nous réunissait, c'était la francophonie. J'ai raconté tout à l'heure aux jeunes ambassadeurs, je leur dis pour les invités qui n'étaient pas là tout à l'heure, ma mère est une petite madame de 4 pieds 11, francophone d'un petit village qui s'appelle Saint-Germain-de-Grantham dans le comté de Drummond, mais elle est mariée à un grand monsieur noir anglophone qui vient de Trinité et Tobago. Et ce qui a permis leur rencontre fortuite, ou en tout cas assuré qu'ils allaient peut-être pouvoir faire un bout de chemin ensemble, c'est le fait qu'à Trinidad, Trinité et Tobago, île qui a été sous possession britannique pendant des années, elle a aussi été au préalable une possession française. Et donc ma grand-mère à moi, la mère de mon père, parlait patois et parlait français. Et n'eût été de cette ressource, de cette faculté, peut-être que mon père aurait été moins attiré par l'idée de démarrer une famille avec une femme francophone. Et n'eût été de cet héritage, peut-être qu'il aurait été effrayé à l'idée de choisir une terre d'accueil et de venir s'établir ici. Il est arrivé ici en 1965. Et je le disais à nos ambassadeurs tout à l'heure, mon père anglophone ne m'a quand même pas parlé en anglais avant que j'ai 15 ans. Voulant d'une part, lui, s'assurer de parler le français et voulant s'assurer aussi que son fils allait parler le français, allait pas être handicapé, pour reprendre votre expression tout à l'heure, par ses limites à lui.
Alors, mon père est devenu un francophone immédiatement en décidant de vivre ici. Comment il a appris le français? Il paraît qu'on apprend bien une langue à l'horizontale. Alors, ça l'a sans doute servi. Mais par ailleurs, on apprend bien une langue aussi à travers la musique. Alors, je pense que mon père a une dette de gratitude envers Michel Richard, qui en 1966 chantait Les boîtes à gogo, oui, les copains, là-bas, on peut danser avec les... Et je pense qu'il y a une dette de gratitude à Gilbert Bécaud, qui en 67 lui chantait... et je vais le chanter comme ça sonne dans la bouche de mon père. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais, je savais que tu ne pouvais danser dans l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Alors, il y a ce lien francophone, moi, dans ma propre vie. Il y a aussi le fait que, après avoir fait le tour du monde dans des événements francophones, je me suis aussi retrouvé plus tard dans la vie à animer une émission pour les enfants, une émission scientifique qui s'est appelée Les Débrouillards. Une émission qui était diffusée partout à travers le monde, mais surtout évidemment dans la francophonie, qui était doublée en Wolof au Sénégal, où je suis allé avec cette émission-là. D'ailleurs, j'ai été accueilli à l'aéroport par des jeunes qui se sont mis à crier « Gourgourlou! Gourgourlou! » Parce que semble-t-il que ça voulait dire celui qui se débrouille en Wolof. Ça m'a permis d'aller faire le Sept-Sétal, d'aller au lac de Sel, au lac Rose, et puis d'aller faire la culture de l'arachide, et puis toutes ces choses-là. Et ça m'a permis d'aller au Vietnam et un peu partout. Et un peu plus tard, j'ai fait une autre émission pour Radio-Québec, devenue maintenant Télé-Québec. Encore une fois, un lien fort de la francophonie. Une émission qui s'appelait « Avoir 16 ans », où j'ai eu la chance d'aller à travers la planète rencontrer des jeunes francophiles qui parlaient de leurs ambitions alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Encore une fois, ça m'a permis de retourner au Sénégal où j'ai rencontré un jeune garçon à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Et il m'a dit qu'il voulait être pilote d'avion. Et je me suis dit, mais mon Dieu, pauvre enfant, c'est pas comme s'il y avait une abondance d'avions chez toi. Et c'était une erreur pour moi de penser cela parce que au final, ça fait maintenant une vingtaine d'années de ça, il est pilote d'avion. Et un peu de tout ce que les jeunes, un peu partout, m'avaient dit de ce qu'ils voulaient réaliser, ce qu'ils voulaient faire, c'est ce qui leur est arrivé. Je continue. Dernièrement, j'ai fait une émission pour des jeunes, mais aussi pour des moins jeunes, qui s'appelle Virtuose, une émission qui est faite ici, qui réunit des jeunes garçons et filles qui sont très, très talentueux en musique. Mais ce sont donc le lien, outre la musique, c'est la langue française. Et donc, à la première saison de cette émission-là, on a eu une jeune violoniste de Edmonton, on a eu quelques violoncellistes et pianistes de l'Ontario francophone, on a eu des soumissions de la part de jeunes qui étaient un peu partout à travers le Canada. Et encore une fois, donc, c'est une émission à grand déploiement, mais où le lien, outre la musique, a été le lien de la langue. Et nous amorçons une deuxième saison qui va être en ondes à Radio-Canada la saison prochaine. Et on a à nouveau des jeunes francophiles ou carrément francophones de Vancouver, de la Baie-Sainte-Marie, d'un peu partout à travers le Canada. Alors, c'est vous dire l'importance de la langue. Je finis en vous disant, c'est tellement important pour moi, il y a dans ma propre famille des gens répartis à travers le pays qui sont francophones. Ça va vous faire rire peut-être, mais j'ai une partie de ma famille dont le nom de famille est Leblanc, qui, eux, vivent au Nouveau-Brunswick et dans la Baie-Sainte-Marie, justement, en Nouvelle-Écosse. J'ai une partie de ma famille, Bergeron et Saint-Martin, qui habite à Maillardville, en Colombie-Britannique. J'ai une partie de ma famille qui habite à Vulcain, en Saskatchewan. Et juste pour montrer à quel point c'est important pour moi, la langue et la francophonie, j'ai aussi épousé une francophone du Manitoba qui vient d'un tout petit village qui s'appelle Notre-Dame-de-Lourdes, au sud-ouest. Le village voisin de Mme Sarin, Sarin, c'est ça? Sarin, qui vient de Saint-Claude, qui est le petit village juste à côté. Saint-Claude, qui est quand même une des mégapoles du Canada, où habitent combien d'habitants? 300-400. Bon. Alors, ça vous dit à quel point... Alors, c'est vous dire à quel point, pour moi, cette langue est extrêmement importante. Maintenant, je ne vais pas me parler éternellement, mais j'ai envie de vous dire ceci. On vous a dit plein de belles choses sur la ville de Montréal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville ouverte, c'est une ville d'accueil, c'est une ville où, des décennies avant le reste de l'Amérique, on était ouvert sur les couleurs, sur les cultures, sur les religions. Alors, c'est une belle ville ouverte. Elle a des défauts, mais vous ne serez pas en voiture, alors vous ne vous en rendrez pas compte.
Mais cette semaine, ce n'est pas juste une semaine où vous venez vivre l'expérience de la Ville de Montréal. Ce n'est pas non plus juste une semaine où vous venez apprendre. Et ce serait déjà grand si c'était ça, si c'était juste ça. Mais c'est plus que ça. Vous êtes conviés ici et vous avez répondu oui à cette invitation. Et on vous a répondu oui en vous accueillant, mais vous êtes ici pour faire rien de moins que de changer le monde. C'est ça la responsabilité que vous avez comme jeunes ambassadeurs de la francophonie. Dans la culture populaire, qu'elle soit religieuse ou profane, la réunion des gens qui viennent d'un peu partout pour changer le monde, c'est fréquent. Le Christ ramasse des gens d'un peu partout en Judée pour lui servir d'apôtres et éventuellement de disciples. Dans Le Seigneur des Anneaux, Elrond ramasse des nains et des elfes et des hommes et tout ce qui existe sur la planète. Et évidemment, il n'y a pas de problème, comme c'est un film, tout le monde parle la même langue. Mais il le fait quand même. Dans la guerre des étoiles, on réunit des gens qui viennent de toutes sortes de planètes, on les réunit pour affronter le mal et éventuellement gagner avec des épées extraordinaires. Dans la culture cinématographique de tous les temps, ça fait partie de notre psyché. Les 7 samouraïs originaux qui sont devenus les 7 mercenaires de Magnificent Seven dans la culture américaine, c'est ça, 7 personnes qui viennent chacun de leur patelin pour unir leurs habiletés, leurs capacités, leur volonté pour changer, pour transformer une situation qui est grave en une situation où il peut y avoir rédemption. C'est vrai, même dans les films les plus populaires que nous avons aujourd'hui, qui sont purement de la fiction, les Avengeurs, puis les super-héros et tout ça, encore une fois, on réunit des gens qui viennent de partout, qui ont des pouvoirs qui sont extraordinaires et on leur demande de les mettre en commun pour changer une situation. Nous vivons, en ce début de siècle trouble, dans un monde où il y a énormément de défis. Il y a des défis environnementaux, il y a des défis politiques majeurs, des défis économiques, des défis de redistribution de la richesse. Il y a des défis énormes. Alors, ce n'est pas comme si on arrive ici, ça va être le party, on va sortir le soir parce que c'est une ville de festival, mais on oublie, on est dans une oasis où on oublie le reste de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Il y a des défis incroyables à relever. Et vous, jeunes ambassadeurs de la francophonie qui êtes réunis ici aujourd'hui, vous êtes aussi conviés à faire partie de la solution. C'est un autre exemple de notre culture populaire où des gens différents se réunissent pour changer le monde. Alors, j'espère que vous sentez la pression, hein? Il y a de la pression. Ça veut dire que vous êtes ici là, de 9h à 9h le soir, 9h le matin à 9h le soir, vous avez des activités. De 9h le soir à 3h du matin, vous avez d'autres activités. De 3h à 8h le matin, vous avez un moment pour peut-être reprendre des forces. Mais si vous pensez qu'ici, ça va être intense, à mon avis, quand vous allez partir, c'est là que ça va être intense. Vous partez avec des responsabilités, vous partirez avec des responsabilités énormes. Monsieur Breton, et je vais finir là-dessus, Monsieur Breton a décidé de citer Gilles Vigneault. Alors, le musicien à moi n'a pas pu faire autrement que de l'écouter et de me dire, tiens, y a-t-il dans la musique de Gilles Vigneault une chanson thème qui peut-être aurait été écrite spécifiquement pour ce forum? J'ai pensé comme il faut, il y a une chanson de 1965 qui s'appelle « Les gens de mon pays ». Oubliez une seconde le mot « pays » parce que je pense qu'il l'utilisait au sens beaucoup plus universel. Mais je pense, si je ne me trompe pas, que ça commence en disant « Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut, mais d'en parler à l'aise. » Il me semble que c'est un bon résumé du forum que nous avons à vivre. Bon forum! Si
parler français et accueillir des jeunes de partout dans le monde forme la trame d'une tradition séculaire des Québécois. Le chant choral est aussi une tradition bien établie partout au Québec. Grégory Charles a su reprendre et revivifier cette tradition. Merci à vous deux, Diane Blais et Grégory Charles. En raison des contraintes de temps, je suis obligée de bousculer un peu le protocole et donc d'inviter Madame David à prendre la parole. Alors, c'est pour moi ce matin un immense honneur que de recevoir Madame Hélène David, députée d'Outremont depuis avril 2014 et ministre responsable de l'enseignement supérieur depuis février 2016 dans le gouvernement du Québec. Il convient, je crois, d'ajouter que dans l'intervalle, elle a aussi été ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française. Et pour tout vous dire, elle a aussi été à l'origine du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie que je dirige aujourd'hui. Forte de cette feuille de route impressionnante, Madame David est invitée à vous adresser maintenant la parole. Monique, je t'aime beaucoup, mais me faire parler après Grégory Charles, c'est pas très gentil. Parce que moi, je peux pas chanter. J'ai fait beaucoup de piano dans ma vie, de nombreuses années, et j'adore la musique et j'adorais la culture, évidemment, et la langue française. Alors, d'être ici aujourd'hui dans non seulement mon alma mater, mais là, qui a vu naître, dans le fond, tout, mes études, ma carrière en gestion, vice-rectrice aux affaires académiques, après ça, aux relations internationales. Et là, le recteur me dit, Guy Breton, j'aimerais ça que tu t'occupes de la francophonie. Il n'y a jamais eu, je pense toujours à ce jour, une vice-rectrice en charge de la francophonie. Et on était tellement fiers, hein, on peut le dire comme ça, tous les deux, de dire on va et non seulement mettre les relations internationales, les partenariats institutionnels, mais aussi la francophonie dans le portefeuille d'une vice-rectrice. Alors, j'ai été l'extraordinaire dépositaire de ce premier portefeuille qui portait le nom de francophonie et j'en étais pas peu fière. Et c'est peut-être ce qui m'a fait hériter, entre autres, de la protection et de la promotion de la langue française dans le gouvernement actuel, dont j'ai eu le privilège d'avoir la responsabilité pendant plus de 2 ans, parce que vous savez, c'est un privilège s'occuper de la langue française au Québec. C'est un privilège et c'est un honneur, mais c'est toute une responsabilité. Et j'avais quand même sillonné beaucoup la planète grâce à mes fonctions internationales. J'avais connu Clément Duhem à ce moment-là à l'OIF. J'avais connu beaucoup de monde, Jean-Louis Roy, et tellement que j'ai tous oublié de vous saluer finalement. Sentez-vous tous salués parce que je voudrais vraiment prendre le temps de dire quelques mots, mais vous avez devant vous, chers participants à ce forum, vraiment la brochette non seulement d'intellectuels, mais de praticiens, j'oserais dire, et de promoteurs et de protecteurs de la langue française, y compris évidemment le Centre de francophonie des Amériques, qui n'est pas très vieux, qui est une institution relativement récente, mais qui a tout son sens et qui fait remarquablement bien le mandat qu'on lui a confié, c'est-à-dire la francophonie des Amériques. Et je me souviens d'avoir sillonné l'Amérique justement pour inviter les étudiants, les inviter au Québec en disant on peut être au Brésil, on peut être au Mexique, on peut être un peu partout où on se promène aux États-Unis, au Canada anglais, et dire, mais venez étudier au Québec, quelle belle destination. Et si vous avez un peu peur du français parce que vous ne le parlez pas très bien, on va vous accompagner dans cet apprentissage d'une langue extraordinaire. Et vous savez quoi, quand on écoute maintenant les étudiants en Ontario, par exemple, qui sont unilingues anglophones, ils disent, je veux apprendre le français parce que souvent, les employeurs disent, mais c'est un atout extraordinaire, c'est une valeur ajoutée. Alors arrêtons de penser que c'est l'anglais qui est seulement une valeur ajoutée quand on est au Québec, mais pensons aussi que le français est une valeur ajoutée partout dans le monde et vous en êtes les témoins vraiment les plus extraordinaires et les ambassadeurs les plus extraordinaires. Alors, j'ai évidemment un respect
absolu pour cette langue et pour son rôle. J'oserais même dire, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la matinée de la francophonie, on était à l'ouverture du congrès international des sociologues de langue française. Et vraiment, là, 1400 participants francophones de partout dans le monde, dont évidemment la discipline est la sociologie, s'il est une discipline importante et intéressante, comme disait Grégory, dans les temps un peu tumultueux que nous traversons. Y a-t-il eu des moments dans l'histoire de l'humanité qui n'étaient pas tumultueux, mais disons qu'on en traverse, nous aussi. On a besoin de sociologues, de gens qui nous aident à réfléchir. Et ils vont réfléchir exclusivement en français. Et ils viennent de partout dans le monde. Donc, c'est très, très, très important. Et c'est un peu Guy Breton qui m'a appris à dire, parce qu'on se promenait un peu partout dans le monde et on est allés ensemble dans plusieurs pays, hein, et on vendait l'idée, et je pense qu'elle est de mieux en mieux acceptée, que le français est un atout et non pas un handicap, et je le dis sans arrêt depuis ce temps-là, et que les universités francophones au Québec et ailleurs au Canada sont des atouts et non pas des handicaps. Et ce qui est formidable, c'est que les anglophones le réalisent, et j'écoutais encore un reportage radio hier où il disait à quel point la francophonie, la francophilie est quelque chose de très, 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 non seulement reconnu, mais couru, que les enfants apprennent une deuxième langue. Et au Canada, c'est très, très souvent le français. Et pourquoi pas une troisième langue. Alors, on a des ambassadeurs ici. Je ne connais pas tous les noms. Vous venez d'un peu partout. Je connais au moins celui de Stéphanie. Est-ce qu'elle est ici, Stéphanie Touga? Elle n'est pas là? Oh, oh, on va noter son absence. Parce que j'avais remarqué que c'était l'ancienne présidente quand même de l'Association étudiante de l'Université de Montréal. Et je trouve que ces parcours-là sont des parcours exemplaires où il y a un engagement étudiant et probablement que chacun, vous avez vécu à un moment ou l'autre un engagement de type étudiant. Puis après ça, on devient ambassadeur, un engagement vis-à-vis la francophonie. Et je le répète, avec ce combo extraordinaire, je ne peux pas ne pas, évidemment, m'enorgueillir de cette création, de sa directrice, du recteur qui a pensé et qui a investi, quand on parle de volonté politique. Guy, tu le voulais, ce bureau-là, tu le veux encore, il se déploie. Et avec le Centre de francophonie des Amériques, on retrouve là un tandem incontournable. On aurait dû y penser là, que ça allait arriver tôt ou tard, que ça se passe à l'Université de Montréal. Alors, je ne suis pas trop chauvine, mais quand même d'être à l'Université de Montréal, avec ce bureau, avec le Centre de francophonie, avec ces immenses porteurs, piliers de la langue française que sont des Clément Duhem, des Jean-Louis Roy, des gens qui ont porté Benoît Pelletier. Enfin, je ne veux pas tous vous nommer, j'ai peur de vous oublier. Je peux rajouter Grégory Charles quand même, qui porte le français et qui porte la culture. Je m'ennuie un peu du ministère de la Culture quand je vois que... Mais je vais trouver une autre façon, Grégory, qu'on travaille ensemble parce qu'il faut former aussi des musiciens au collège et aux universités. Et on le sait, et l'Université de Montréal le sait très bien, nous devons avoir beaucoup plus d'étudiants qui sont formés dans les facultés de musique. Je vois la vice-rectrice aux affaires académiques qui dit oui, oui, oui. Alors, on va y penser très, très fort parce que la culture et la langue, c'est intimement lié. Alors, quand on a des études, que ce soit en sciences humaines, sociales ou en musique ou en quoi que ce soit, on porte quelque chose aussi de notre langue et de notre identité. Et je vous souhaite, parce que moi aussi, je suis vraiment jalouse, là, j'aimerais tellement être assise à votre place. Vous avez une semaine de rêve. Ils ont concocté un menu vraiment exceptionnel et dans une ville exceptionnelle. C'est vrai que vous ne dormirez pas beaucoup, mais c'est vrai, comme vous allez parler de choses très importantes. Vous allez avoir une température magnifique dans une ville magnifique, un festival de jazz magnifique. Tout est magnifique. N'oubliez pas quand même, moi aussi je l'ai dit au Congrès des sociologues, vous allez sillonner Montréal, mais Montréal a aussi ses enjeux. Montréal a aussi son itinérance. Montréal a les questions d'intégration des nouveaux arrivants, les questions des Premières Nations, qui sont des questions extrêmement importantes, des questions de la tolérance multiculturelle qui n'est pas complètement acquises, disons-les comme ça, les questions de pauvreté, les questions d'isolement, isolement des gens seuls, des personnes âgées. Donc, on a le lot comme toute grande ville, mais on ne doit pas se mettre la tête dans le sable. Alors oui, amusez-vous, mais oui, réfléchissez, et je suis tellement d'accord avec
avec Grégory qui dit « Le travail va commencer quand vous allez retourner chez vous, parce que là, vous ne serez pas tous ensemble à vous dire c'est donc extraordinaire ce qu'on vit, mais la responsabilité de la langue, la responsabilité de la francophonie, et je suis sûre que M. Duhem va vous en faire un magistral exposé, c'est une responsabilité mondiale. Et on a l'Organisation internationale de la francophonie qui existe pour ça. On a l'association, l'AUF des universités de la francophonie, qui est très importante, fondée ici à l'Université de Montréal. Alors, on a, je dirais, un patrimoine extraordinaire en protection, promotion de la langue française, en leadership. Il ne faut pas lâcher. Vous êtes tous des représentants, quand vous allez retourner chez vous, de ce patrimoine extrêmement important. Puis nous, ici, pendant ce temps-là, on va essayer de continuer à la protéger et à la promouvoir, cette formidable langue française. Alors, bonne semaine, amusez-vous bien, et puis couchez-vous pas trop tard pour pouvoir quand même écouter un peu vos conférenciers. Merci. Merci, Madame la ministre, pour vos encouragements et votre appui. Alors, nous recevons aujourd'hui des jeunes francophones d'Amérique. Mais on oublie trop souvent que dans les Amériques, il y a des territoires français dont certains sont représentés aujourd'hui parmi les jeunes qui sont avec nous. Mais même si cette raison était suffisante pour avoir comme distingué invité le consul général de France à Québec, M. Nicolas Chibaev, il y en a une autre, première, fondatrice, qui exige sa présence, c'est celle de représenter au Québec le pays qui nous a donné le français comme langue commune. Je suis très heureuse de donner la parole au consul général de France à Québec, M. Nicolas Chibaev. Bonjour à tous. J'éprouvais moi aussi une certaine pression très agréable, d'ailleurs très stimulante, après avoir entendu Grégory Charles. Elle a évidemment été doublée aussi par l'écoute de Madame David, ministre responsable de l'enseignement supérieur. Je voudrais me permettre de reprendre vos salutations, Madame Blais, pour écourter un peu mon intervention, et donc vous saluer tous et saluer tout particulièrement, bien sûr, les jeunes ambassadrices et les jeunes ambassadeurs de la francophonie réunis aujourd'hui ici à l'Université de Montréal. Un grand merci au Centre de la francophonie des Amériques, un grand merci à l'Université de Montréal, dont depuis 4 ans que j'exerce mon mandat, eh bien, je mesure l'engagement permanent sur tous les enjeux, et ils sont essentiels de la francophonie. Donc, Madame Cormier, vous l'avez dit, la France est fière d'être cette année le partenaire de ce forum des jeunes ambassadeurs. Alors non seulement en raison de l'attachement profond qu'elle porte à la francophonie dans l'ensemble du monde, mais plus particulièrement, vous l'avez dit, parce qu'elle est un acteur et un membre à part entière de cette francophonie américaine et caribéenne que vous représentez aujourd'hui à Montréal. Donc je suis heureux de saluer la participation de, je crois, 3 Guadeloupéennes, de 2 Martiniquais et d'une jeune ambassadrice qui a été sélectionnée comme chef de famille. La France, aussi cette francophonie, ce fait français sur le continent américain sera représenté aussi par 2 personnalités phares qui sont Madame Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, députée de Guyane, et qui interviendra jeudi, je crois, sur le thème jeunesse et société. Et vous aurez aussi la visite de l'écrivain martiniquais, M. Serge Bivet, mercredi, sur le thème mémoire, valorisation et identité. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été prises pour rapprocher et développer les liens entre nos régions et territoires d'outre-mer et leur environnement régional. Des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, mais aussi des Saint-Pierrais et des Miquelonais viennent se former
participe à des colloques universitaires, à des salons professionnels au Québec, au Canada et sur l'ensemble du continent américain. Et ces voyages, ces séjours créent des réseaux de solidarité et d'amitié féconds que le Consulat général de France, mais aussi la région Guadeloupe, qui a une représentation permanente ici au Québec et à Québec, sont déterminés aujourd'hui à accompagner, à soutenir. Et vous avez d'ailleurs 2 collègues du consulat et de la région Guadeloupe, le correspondant régional de la Guadeloupe ici au Québec, Fabien Marianne, et Amélie Chadirjan, qui travaille au consulat de France, qui sont à vos côtés dans l'équipe du CFA pour vous accompagner et vous dire aussi ce que la France peut développer dans ce domaine. Alors je voudrais enfin rendre hommage au Centre de la francophonie des Amériques, au formidable travail accompli sous la direction de M. Desgagnés, depuis saluer aussi son fondateur, M. Pelletier, et de dire que la France aussi était heureuse puisqu'elle a présidé à son inauguration en 2008 par Jean Charest et Nicolas Sarkozy, l'année du 400e anniversaire de Québec. Par les initiatives du CFA, la francophonie des Caraïbes devient peu à peu mieux connue, mieux identifiable, mieux valorisée, ce qui accroît ses possibilités, ses chances de rayonnement et de développement. L'apprentissage du français aussi, vous le savez, bénéficie d'un intérêt croissant en Amérique, dans les Amériques. Elle comptait en 2010, mais les chiffres ont augmenté depuis, 8,7 millions d'apprenants, ce qui place le français en 3e position, après l'anglais et l'espagnol, comme langue apprise sur les 2 continents américains. La France s'emploie à appuyer ce mouvement. Elle soutient et elle se réjouit de la vitalité, notamment du réseau des alliances françaises que vous connaissez bien. Et alors ça, c'était un message, mais je compte sur vous pour le relayer auprès de Madame David, en direction de Madame David. Nous nous réjouissons aussi des perspectives de coopération dans ce domaine de l'apprentissage du français entre la France et le Québec. La francophonie en Amérique, enfin, est une réalité que vous êtes tous bien placés pour faire vivre et faire mieux connaître. Sa pérennité, son dynamisme, ses effets sur nos cultures, sur nos sociétés, sur nos économies, dépendent de vous, dépendent, comme l'a très bien dit tout à l'heure Grégory Charles, de votre détermination, de votre passion, de votre engagement à faire vivre la langue française dans les futures responsabilités que vous exercerez dans tous les secteurs des sociétés auxquelles vous appartenez. Donc, il me reste à vous souhaiter de vivre cette semaine de manière à pouvoir être non seulement les émissaires de ces idéaux, de ces valeurs partagées que nous avons évoquées, mais d'être surtout les acteurs d'une francophonie du XXIe siècle qui est en construction, mais qui reste très largement à bâtir. Nous savons que le Québec et Montréal et l'ensemble du Québec est une terre très inspirante pour cela. Donc profitez-en, débattez, profitez, nourrissez-vous des contributions des différents intervenants et de vos échanges. Et il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, très féconde pour votre avenir, et à vous dire que vous serez aussi toujours les bienvenus auprès du consulat de France ici à Québec et puis de toutes les représentations de la France dans le monde, aux États-Unis, dans tous les pays des continents américains où vous travaillerez. Donc bonne chance et bel avenir à vous tous dans la francophonie. Merci. Alors, nous pouvons compter sur la France pour réaliser cette mission que nous avons d'assurer l'épanouissement de la langue française dans les Amériques. Merci beaucoup, M. Chibaïev. Être en faveur de la diversité culturelle, c'était
c'est être en faveur d'une vie française en Amérique du Nord et notamment dans toutes les provinces canadiennes, d'où nous viennent d'ailleurs plusieurs jeunes ambassadeurs aujourd'hui. Pour représenter la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, j'invite à vous saluer le député représentant la circonscription de Bourassa au Parlement du Canada depuis 2013, M. Emmanuel Dubourg. Monsieur Dubourg. Merci beaucoup. Laissez-moi tout d'abord commencer par saluer tous les consuls qui sont ici. Monsieur le recteur aussi de l'université, je veux vous dire bonjour. Je veux saluer Monsieur Desgagnés, Madame Blais, mon Dieu, Monsieur Jean-Louis Roy aussi qui est ici. Écoutez, vous savez, j'approche ma 10e année en politique, donc permettez-moi aussi de saluer mes anciens collègues, Benoît Pelletier, ici présent, Yvon Giroux, et aussi, mon Dieu, comment ça se fait, j'ai oublié, pas Benoît Pelletier, mais Stéphane Bergeron, que j'ai rencontré dernièrement lors du discours de M. Obama à Ottawa. Et écoutez, j'espère que je n'ai pas oublié personne. Mesdames, Messieurs, les jeunes ambassadeurs, bonjour. En effet, je suis ici pour remplacer la ministre du Patrimoine, Madame Mélanie Joly. Et c'est avec un grand plaisir pour moi, d'être ici, de vous adresser la parole. Je me rappelle, il y a 5 ans, j'avais rencontré un plus petit groupe qui était venu ici dans le cadre de ces mêmes missions-là. Donc, me voilà de retour aujourd'hui, donc très heureux. Je dois aussi vous dire en passant que nous sommes accompagnés de 2 Canadiens ici. Monsieur Clément Duhem, qui est l'administrateur de l'OIF, il a une feuille de route impressionnante. On aura l'occasion de l'écouter un peu plus tard. Et Grégory Charles, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est le parrain du forum. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'écouter, d'aller à ses concerts. Et vous avez vu son dynamisme ici tantôt en avant, donc je suis sûr que vous allez passer une semaine des plus agréables ici. Je veux, au nom de Mélanie Joly aussi, remercier les organisateurs et les partenaires de ce 5e forum d'avoir préparé une rencontre aussi inspirante. Vous avez une semaine bien remplie, on l'a dit, et très stimulante. Et je tiens à saluer les jeunes ambassadeurs ici présents. Vous êtes venus des 4 coins de l'Amérique et des Caraïbes pour entendre des conférenciers renommés, débattre des enjeux de l'heure et promouvoir notre langue dans tout le continent. Mais avant tout, vous apportez avec vous la connaissance des réalités de votre ville, de votre région, et vous savez à quel point il faut s'investir pour assurer la vitalité du français en milieu minoritaire. En tant que Canadien d'origine haïtienne, je trouve remarquable de pouvoir compter sur une relève comme vous, engagée envers la promotion du français et la mise en valeur des cultures dans les Caraïbes et les 3 Amériques. De grands artistes comme Aimé Césaire et Dany Laferrière nous montrent la voie. Et je suis ravi de voir que l'amour de la langue française vous anime, vous aussi. Je crois profondément en l'importance du français et de l'anglais au Canada, nos 2 langues officielles. Ces langues font partie de l'identité de notre pays. Et sur la scène internationale, elles nous donnent un accès privilégié aux cultures francophones et anglophones dans toute leur diversité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir l'essor de nos 2 langues officielles et l'épanouissement des communautés vivant en situation minoritaire d'un bout à l'autre du pays. Nous avons commencé à travailler pour établir un nouveau plan d'action pluriannuel en matière de langues officielles. Nous consultons actuellement les Canadiens jusqu'en septembre pour trouver les meilleures façons de promouvoir nos langues officielles. Et que ce soit dans l'offre de services, le développement des communautés en situation minoritaire ou la promotion de ces langues, par exemple. Aujourd'hui, au nom de la ministre du Patrimoine, Mme Mélanie Joly, je vous lance une invitation. En tant que jeunes ambassadeurs de la francophonie, prenez part aux consultations. Exprimez vos idées pour que notre plan ait un effet concret dans votre milieu. Et à tous les participants d'autres pays, je souhaite que durant ce forum,
vous puissiez tisser des liens solides avec les jeunes ambassadeurs canadiens, puisqu'ils sont une source de fierté pour toute la francophonie canadienne. Bon forum à vous tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dubourg, pour votre présence et vos encouragements en faveur de cet élément premier de notre patrimoine, la langue française. Après tous ces dignitaires qui ont manifesté leur foi en vous, chers ambassadeurs et chères ambassadrices, et leur joie de vous voir entreprendre une grosse semaine de formation, le temps est venu de commencer cette formation. Et qui d'autre pour faire le pont entre ces deux étapes que M. Clément Duhem, à la fois dignitaire et expert. Vous savez que le mot dignitaire a deux sens. Celui de titre ou de fonction qui donne à quelqu'un un rang éminent et celui de respect exceptionnel que mérite quelqu'un. Clément Duhem est un dignitaire dans les deux sens du terme, puisqu'il est généralement reconnu comme le diplomate le plus important que le Québec ait eu à son service, qu'il soit ou non en poste à l'étranger. Vous trouverez un résumé de son curriculum vitae dans le programme, chers ambassadeurs et chères ambassadrices. Qui dit diplomate dit affaires internationales, et dans le cas de M. Duhem, la francophonie en particulier. Retenez au moins que, délégué général du Québec en France, M. Duhem a été le représentant de plusieurs premiers ministres du Québec. Et surtout peut-être que, de 2006 à 2015, il a été administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie et l'homme de confiance du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. À l'heure actuelle, M. Duhem est administrateur d'État au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. C'est à titre de diplomate et d'expert de la francophonie que l'Université de Montréal lui a décerné un doctorat honorifique l'année dernière et le retient depuis comme conseiller spécial pour tout ce qui touche à la francophonie. Enfin, j'ajouterai que M. Duhem est également chargé de mission à l'UNESCO. La conférence de M. Duhem sera suivie d'une courte période de questions. Alors, chers ambassadeurs et chères ambassadrices, mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre premier grand conférencier, M. Clément Duhem. Le français est une chance formidable. On va pouvoir se parler sans interprète ce matin. Donc ça aussi, c'est une chance d'avoir cette langue en partage. Je vais reprendre, puisque j'ai été le collaborateur de Jean-Louis Roy pendant 10 ans, l'expression qu'il utilisait souvent, « Je vous salue chacune et chacune d'entre vous par vos noms et vos qualités ». C'est sans hésitation, vous le comprendrez, que j'ai accepté cette invitation du Centre de la francophonie des Amériques. Je m'adresse à des jeunes filles, à des jeunes hommes, et j'ai aussi cette nostalgie d'avoir été jeune. Je veux dire à Denis Desgagnés, à son équipe, Madame la Présidente, à Benoît Pelletier qui a fondé le Centre, à Jean-Louis Roy qui en a été aussi le premier architecte, je veux vous dire justement le travail que vous faites, combien il est important, avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce que vous vous mobilisez, et c'est un modèle extraordinaire. Je crois que c'est un modèle, d'ailleurs, qu'il faudra que vous reproduisiez dans les autres régions du monde. Ce modèle qui, justement, mûrit et qui permet surtout de mettre les jeunes au cœur de ce projet. Hélène David a montré son engagement et Monique Cormier, avec le recteur breton, l'ont bien montré. Cette université, la première université francophone dans le monde, qui s'est donné un vice-rectorat à la langue française et à la francophonie. Il ne faut pas avoir honte des mots. Il y a des gens qui ont peur de ce mot francophonie. Avatar pour certains du colonialisme, il ne faut pas avoir peur. Et je félicite Monique de s'être mobilisée aussi avec son équipe pour réaliser ce forum. Chères ambassadrices, chers ambassadeurs,
c'est une passion qui nous anime. C'est un peu cette passion que je vais essayer de vous communiquer. Et c'est cette passion qui doit vous animer tout au long de cette semaine. Vous aurez la chance, on vous l'a dit, on vous l'a répété, vous aurez une chance extraordinaire de vivre justement au contact d'hommes et de femmes qui ont, dans leur vie, pris des engagements. Ici, il y a ici des députés qui ont voulu être présents à l'ouverture pour partager avec vous. Je vais vous livrer en toute simplicité l'expérience qui a été la mienne. J'ai eu la chance, le privilège même, j'ai un vrai privilège de servir Jean-Louis, bien sûr, mais de servir Abdou Diouf. Ça, c'est une sacrée chance, d'être au contact d'un homme d'exception, comme je l'ai été pendant 10 ans, d'apprendre tellement, à partir du moment où on est ouvert à apprendre, qu'on est prêt à apprendre. Mais quelle expérience extraordinaire ça a été pour moi. Et c'est lui qui disait justement qu'il était un homme serein quand il rencontrait des jeunes, mais qu'en même temps, il était habité par une certaine jalousie, parce que tous les âges ont leurs vertus, bien sûr. Mais la jeunesse, elle est idéaliste, elle est intransigeante, elle dérange, elle est capable de révolte face à l'injustice et au malheur. Peut-être ça, des fois, qu'on perd avec le temps et avec l'expérience de la vie, mais c'est ça qui est formidable. Et j'aime beaucoup cette citation de Bernanos qui dit « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à une température normale. Car quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. » J'ai toujours aimé cette citation de Bernanos. Je vais 2 expériences avant de venir au thème que je vais partager avec vous de ma jeunesse. À 18 ans, j'avais la chance d'être engagé dans un mouvement qui s'appelait Jeunesse du Monde. Et on m'a demandé de partir aux Antilles, à la Martinique, à Fort-de-France, pour justement créer ce mouvement de jeunes qui était pour la solidarité internationale, pour l'aide au développement, dans les Caraïbes. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là et je l'ai vécue avec beaucoup d'intensité, de passion, évidemment. C'était la première fois que je quittais ma petite ville de Trois-Rivières, quand même une grande ville, quand même, mais je quittais Trois-Rivières. Je n'avais pas été en contact, justement, avec la diversité du monde, à part par les pères blancs missionnaires d'Afrique qui nous projetaient leurs films, mais je n'avais pas eu cette chance. Et donc, ça a été une découverte extraordinaire et j'en ai retenu 3 leçons qui ont guidé ma vie personnelle et ma vie professionnelle. 1, la découverte qu'on n'était pas tout seul à parler français et que le français était justement riche de sa diversité, de ses accents et de ses couleurs. Et puis, j'ai découvert le créole aussi. Deuxièmement, j'ai découvert aussi, au-delà de la diversité linguistique et culturelle, j'ai découvert la négritude et la société métissée, que j'approfondirai après avoir découvert Césaire, que j'approfondirai au Sénégal, où je vivrai pendant 2 ans plus tard avec le grand Senghor. Et puis, je découvre surtout, qu'il faut aller à la rencontre de l'autre, et c'est surtout pas sa différence qui doit nous empêcher de le découvrir et d'aller à sa rencontre. Cette peur de l'autre, vous le savez, encore beaucoup aujourd'hui, met en péril, justement, nos sociétés. Donc, il y avait eu une autre expérience aussi au même moment avec Pierre-Éliott Trudeau, où avec des centaines de milliers de jeunes Canadiens français, on avait fait une pétition à l'époque, on avait été reçu à Ottawa par le premier ministre Trudeau pour lui remettre, qui était de consacrer une journée du budget de la défense nationale pour la paix dans le monde. On a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme notre pétition. On n'a jamais consacré une journée du budget militaire à la paix dans le monde, mais c'est encore aujourd'hui un sujet qui pourrait être d'actualité. Maintenant, j'en viens au sujet. En 46 ans, l'Organisation internationale de la francophonie est parvenue à réunir autour d'une langue commune 80 États et gouvernements. Et vous venez justement par la richesse que vous représentez, le Canada, le Québec, le Nouveau-Brunswick, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, bien sûr, sont venus. Et puis l'Uruguay, qui est venu comme observateur, le Costa Rica. Et aujourd'hui, à l'automne, les chefs d'État décideront si le Mexique deviendra observateur de la francophonie. Vous voyez qu'en 46 ans, ce mouvement qui est parti d'une vingtaine de pays a continué à démontrer son importance. Parce qu'une organisation, ça naît quand il y a un besoin, mais ça meurt aussi quand on ne se rend pas compte qu'elle n'est pas utile. Et cette organisation est plus que jamais utile à la diversité du monde. Ce n'est certainement pas la nouvelle patronne de TV5 Québec-Canada qui me démentira là-dessus. Elle sait l'importance de la diffusion de notre langue dans le monde. Elle le sait plus que personne.
Il n'est pas nécessaire de le redire, la francophonie, ce n'est pas un avatar du colonialisme, je l'ai dit. Ce n'est pas non plus le bras armé de la politique étrangère française. Le consul général en est bien conscient. Mais elle n'est pas non plus un cénacle de linguistes et de grammairiens. Et elle n'est pas un combat contre l'anglais, surtout. Pendant longtemps, on a vu la francophonie comme un combat contre une autre langue. Vous le savez très bien, la diversité du monde, c'est notre combat en francophonie. Et qui dit diversité, dit respect des autres langues, respect des autres cultures. Mais jeunesse et francophonie ont été, depuis la création de la francophonie, deux notions indissociablement liées, parce que c'est son présent et c'est son avenir, bien évidemment. Donc, dès les années 70, la jeunesse a été au cœur. Opération Sahel vert dans les années 70, 30 000 jeunes qui se mobilisent dans les pays du Sahel pour reboiser, reverdir le Sahel. On est dans les années 70. En 1974, des francophones de ma génération s'en rappelleront, la Super Francofête réunira 100 000 jeunes à Québec et permettra justement aux francophones du Québec et du Canada de découvrir qu'il y avait dans le monde d'autres francophones qui parlaient comme eux français, mais qui avaient des cultures différentes et qui sont venus justement ouvrir ou nous ouvrir au monde. Ce vivre ensemble est plus que jamais, vous l'aurez compris, au cœur de l'actualité. Et je vais essayer, par touche impressionniste, de vous donner autour de 7 enjeux, ou 7 défis. Quelles sont les initiatives que la francophonie a prises et mises en œuvre? Pourquoi? Parce que je veux que dans le cadre de cette semaine où vous allez devenir des ambassadrices et des ambassadeurs, je veux que vous investissiez ces projets. Je veux que vous les portiez, je veux que vous en profitiez. Ils sont là pour vous. Et si ce n'est pas bon, il faut le dire. C'est pour ça que les réseaux sociaux permettent justement de bousculer davantage que par le passé. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, avec ces 80 pays, on peut faire rêver. C'est 1 milliard d'individus. Et c'est une majorité de jeunes. Même si, au moment où on se parle, nous sommes près de 280, 300 millions de parlants français. Et puis, il y en a, au moment aussi où on se parle, 100 millions, 120 millions qui l'apprennent au quotidien. Et puis, ça reste malgré tout ce qu'on entend, avec l'anglais, la grande langue de communication internationale, la langue officielle des institutions des Nations Unies et de la plupart des institutions internationales. Mais le défi qui est le nôtre, justement, je commencerai par le premier défi. C'est l'enjeu de la citoyenneté. On a pu observer ces dernières années que les jeunes sont de plus en plus méfiants à l'égard des institutions politiques. On n'a qu'à regarder cette défiance qui s'exprime par différents mouvements. On a eu Occupy Wall Street, Nuit debout, les printemps arabes, les indignés. Ces mouvements témoignent d'une inquiétude marquée des jeunes quant à leurs institutions, mais également une volonté de participer à la vie publique de leur société. C'est dans ce contexte que nous avons tenté, justement, quand j'étais à la francophonie, et on poursuit pendant les 5 ans, plus de 500 jeunes ont pu participer à des conférences internationales, une trentaine de conférences internationales. Pourquoi? Parce que justement, en marge de ces conférences, la francophonie trouve qu'elle l'a fait pour l'environnement, elle l'a fait pour d'autres domaines. Elle trouve qu'il est indispensable de ne pas simplement dire « il faut écouter les jeunes », de les amener là où les décisions se prennent. C'est ce qu'on a fait aussi lors des conférences sur l'environnement, les réunir, dégager avec eux des positions, les informer et qu'ils puissent exprimer aussi leurs préoccupations. Les parlementaires de la francophonie, et j'en profite pour saluer Yvon et d'autres qui ont participé à cette assemblée des parlementaires de la francophonie, qui regroupe maintenant plus de 60 parlements, eh bien l'Assemblée des francophonies s'est donné un parlement jeune, comme le Centre de francophonie des Amériques s'est donné un parlement des jeunes des Amériques. Et ça aussi, c'est des lieux d'initiation à la vie parlementaire, à la vie démocratique. Parce que la francophonie, les valeurs, vous les connaissez, ces valeurs d'égalité, de solidarité, de liberté,
de démocratie. Et qui dit démocratie dit donc une vie parlementaire apaisée et respectueuse. Donc, l'initiation qui vous est offerte par ces jeunes parlements de jeunes est extrêmement importante, comme la semaine que vous allez vivre. Un des plus beaux projets, je trouve, qu'on a réussi à mettre en place pour l'engagement citoyen, c'est le programme des jeunes volontaires. Chaque année, depuis 4-5 ans maintenant, donc, des milliers de jeunes déposent une candidature, comme vous l'avez fait, pour donner 1 an de leur vie à un projet de la francophonie dans une autre région que la leur. C'est 250 jeunes aujourd'hui qui ont profité de cette expérience, c'est 50 jeunes par année. Il en faudrait 1000, il en faudrait 2000, il en faudrait 5000 par année. Parce que ceux qui ont vécu cette expérience, nous avons vu à quel point, par la suite, ils avaient un engagement citoyen. Ce n'est pas de la main-d'œuvre à bon marché. Ce sont de vrais professionnels. Et 90% de ces jeunes, d'ailleurs, ont un emploi dès qu'ils ont terminé leur année de service, qu'on pourrait appeler service civique. La même chose, puisque je ne pourrais pas aborder tous les volets, le portail jeunesse. On sait aujourd'hui, avec la révolution numérique, l'immédiateté des contacts, qu'il fallait développer une plateforme pour que les jeunes puissent, justement, entre eux, dialoguer, échanger. Et donc, ce portail que vous retrouvez sur francophonie.org, donc, vous permet justement là aussi d'avoir accès à tous les enjeux en français qui vous concernent. Par exemple, sur l'environnement. La plus grande base de données en français, ce n'est pas toujours connu, la plus grande base de données en français en environnement, c'est Médiaterre, avec un portail jeune qui est consacré spécifiquement aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. D'ailleurs, on avait fait en 2015 une plateforme sur « J'ai à cœur ma planète » qui avait participé par le dialogue entre les jeunes de la francophonie, qui avait participé à déposer une position à Rio que les jeunes eux-mêmes étaient venus présenter au chef d'État. Deuxième enjeu, l'éducation, la formation. Vous le savez très bien, la difficulté aujourd'hui, c'est l'adéquation entre les systèmes de formation qui sont en train d'être complètement bousculés, bouleversés, et le marché du travail. Et le danger aussi, évidemment, de la marchandisation de l'éducation. Donc, il faut éviter cet obstacle. Pour répondre à ces défis, la francophonie savait qu'elle était confrontée au défi du français pour les générations qui viennent sur le continent africain particulièrement, parce que c'est là que va jouer. Ça ne sert à rien de dire le contraire. C'est là que se joue l'avenir de notre langue, en grande partie. 2,5 millions, Jean-Louis me corrigera, 2,5 millions d'instituteurs nécessaires dans les prochaines années dans les systèmes éducatifs des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Nous avons donc lancé une initiative avec le numérique de formation à distance des instituteurs du primaire. Modèle, comme fait souvent la francophonie, dans 11 pays, avec l'Agence des universités, qui fait un travail formidable dans ce domaine, pour justement essayer de relever, de donner aux partenaires financiers, aux fondations, aux autres institutions internationales, la possibilité justement d'accompagner ce modèle de formation des instituteurs. Parce que pas d'instituteurs formés, vous voyez toutes les conséquences, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. L'agence universitaire aussi vous offre, et ça je veux le partager avec vous, je trouve que c'est important que vous le sachiez, elle dispose d'un réseau extraordinaire de bourses de mobilité, d'instituts spécialisés. Vous devez là aussi, quand vous arrivez, faire savoir, quand vous serez des ambassadeurs à la fin de cette semaine, faire connaître et faire savoir ce réseau exceptionnel des agences de l'Agence des universités. Ça a été fondé ici à Montréal, Jean-Marc Léger. C'est au début des années 60, en 61. Et c'est formidable, aujourd'hui, il y a 800 universités dans ce réseau, plus de 800 universités dans le monde, et vous avez justement, et c'est ça que je voulais, 2500 bourses et aides qui sont accordées pour permettre justement aux étudiants de bouger, de faire de la recherche, de se rencontrer, etc. Et puis vous avez la formation à distance, là aussi, 85 formations à distance qui sont offertes à la jeunesse. Et puis, avant de terminer avec le président Diouf, et je m'en réjouis, Mme Michaëlle Jean vient d'inaugurer justement à Dakar, l'année dernière, un nouvel institut de la francophonie pour l'éducation
et justement la formation professionnelle et technique, donc qui devrait permettre là aussi d'aller un peu plus loin. Je crois que sur l'agence universitaire, on pourrait dire également que l'ACFAS rejoint aussi un programme merveilleux qui est la thèse de doctorat en 180 secondes, mais ça je crois que vous le saviez déjà. Le troisième enjeu, c'est celui d'un emploi de qualité. Bon, le problème du chômage, il n'est pas que dans le Sud. Vous l'avez compris, tout le monde, dans tous vos pays, je crois, à moins qu'il y ait des exceptions, élevez la main, mais je crois qu'on est tous confrontés, tous nos pays sont confrontés au défi de trouver un emploi de qualité aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. D'autant que dans certaines régions de la francophonie, l'écart entre les hommes et les femmes s'ajoute à ce chômage. Dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, c'est 20% l'écart entre les hommes et les femmes par rapport justement au chômage. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a pris un modèle, qui est le modèle québécois. On n'en a pas fait peut-être suffisamment de publicité, mais depuis 20 ans, c'est le modèle d'approche par compétences en formation technique et professionnelle qui a été utilisé justement au niveau du continent africain pour essayer de répondre, justement, de relever ce défi. Et je crois que maintenant, se multiplient justement des incubateurs. Vous l'avez vu certainement, et ça, je veux que vous le communiquiez. Du côté de l'agence universitaire, ils ont créé, bien sûr, un incubateur virtuel pour l'entrepreneuriat. Et puis, l'OIF vient de lancer un nouveau programme, la francophonie vient de lancer un nouveau programme qui s'adresse spécifiquement aux jeunes entrepreneurs et qui leur permet justement de développer des incubateurs dans l'espace francophone et les mettre en réseau. Et donc, vous pourrez trouver toutes ces informations sur la radio web de la francophonie, aussi sur le portail jeunesse. Le quatrième enjeu, je vais vraiment par touche très rapide, et comme vous êtes reposé, puisque vous n'avez pas fêté toute la nuit, donc l'enjeu de la révolution numérique. C'est peut-être l'enjeu le plus important, parce que c'est celui qui bouscule le plus et à une vitesse incroyable toutes nos approches de développement, toutes nos approches en matière en francophonie. Le numérique a vraiment tout bouleversé, vous vous en êtes rendu compte, et on se rappellera que la francophonie, là, avait été précurseur, comme elle l'est souvent. Elle l'a été en diversité culturelle, elle a mené un combat à l'UNESCO qu'elle a gagné, mais elle l'a fait aussi à Montréal en 1997 en réunissant pour la première fois des ministres chargés des inforoutes. On appelait ça les inforoutes à l'époque. Donc, ils ont pris une décision importante qui a été de créer un fonds qui permettrait aux jeunes de développer des applications et des contenus en français. Ce qui a permis, comme vous l'avez entendu ce matin aussi, que le français est toujours la 3e ou 4e langue sur les réseaux sociaux avec l'espagnol, alors qu'elle aurait pu complètement disparaître. Le numérique a été une chance justement de permettre aux francophones, en ne reniant pas leur langue, de pouvoir créer des applications, développer des applications. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a une fracture numérique qui s'est ajoutée à d'autres fractures entre le Nord et le Sud. Et ce fonds qui vient d'être transformé, qui s'appelle le Fonds pour l'innovation, est extrêmement important parce que nous devons multiplier les contenus en français. Nous avons perdu en partie la bataille des outils. Il n'y a pas de Spotify qui ont été créés par des Français, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Google. Ce n'est pas les francophones qui ont créé ça, malheureusement. Mais nous ne devons pas perdre la bataille des contenus. Parce que si nous la perdons, alors à ce moment-là, notre langue doucement deviendra justement non plus la grande langue de communication que vous connaissez aujourd'hui, qui est menacée. Il ne faut pas jouer à l'autruche, mais elle connaîtra des moments très difficiles. Le 5e enjeu, c'est celui de la liberté, celui de la sécurité et des droits de l'homme. Le contexte international trouble expose en premier les jeunes aux problèmes de sécurité. On l'a encore vu hier soir avec dramatique événement à Bagdad. Ce sont souvent les jeunes et les femmes qui sont les premiers touchés par ces conflits, notamment au Sahel, en Afrique centrale, on l'a vu aussi. Et on voit la montée du terrorisme et de la radicalisation violente. D'ailleurs, ce sera l'objet de la conférence dont je suis chargé de mission par le gouvernement, qui se tiendra à Québec du 30 octobre au 1er novembre, sur la radicalisation, le phénomène de la radicalisation des jeunes via Internet et les réseaux sociaux. 400 experts internationaux, des jeunes radicalisés, déradicalisés,
des ONG vont se réunir et partager justement ensemble cette terrible situation à laquelle on est confronté présentement. D'ailleurs, la secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean, a lancé récemment une campagne extrêmement importante du vivre ensemble, libre ensemble, pour permettre justement, par cette grande campagne, de lutter contre le repli sur soi et contre la haine que l'on voit tous les jours dans les moments le quotidien. Le 6e enjeu, c'est celui du développement durable. Le premier sommet de la Terre à Rio en 92 avait donné déjà l'importance et la réalité de cet enjeu. Les générations futures, on le sait, sont aujourd'hui les plus directement touchées par les risques dus au changement climatique. Donc, les Nations unies ont identifié d'ailleurs les jeunes comme l'un des 9 groupes majeurs pour la participation à la prise de décision. La francophonie a pris un pari, encore là, de dire « nous allons faire en sorte que les jeunes fassent entendre leur voix ». C'est ce que je vous disais au début de mon intervention. La nécessité pour la francophonie d'être au service de... Ce n'est pas vous qui êtes au service de l'organisation ou au service de tous les réseaux qui se mettent en place. C'est à la francophonie, justement, de trouver le meilleur moyen de vous permettre d'être présent, de faire entendre votre voix. Et c'est pour ça qu'on avait été très heureux de créer le Forum Jeunesse et Emploi Vert, qui vient de terminer sa 3e édition au Nouveau-Brunswick il y a quelques jours. C'était une initiative qu'on avait commencée à Niamey, au Niger. Le président Issoufou était très engagé sur ces questions. Ceux qui connaissent le Niger voient pourquoi on est en pleine zone sahélienne. Donc, ils voient l'enjeu que représente pour les jeunes cette situation. Et alors, l'idée du forum était simple. C'était de permettre à des jeunes, à des centaines de jeunes, de présenter à des partenaires privés ou à des organisations internationales non gouvernementales qu'est-ce qu'eux avaient imaginé ou trouvé comme solution en matière de protection de l'environnement ou de développement scientifique et qui avaient besoin de financement. Et donc, voilà aussi une autre piste dans laquelle, si vous êtes passionné par cette question et préoccupé par cette question, voilà une autre entrée aussi, où tous les 2 ans, ce forum se réunit en Afrique, maintenant au Canada, dans 2 ans peut-être, qui sait, en Amérique latine. Le 7e enjeu, c'est celui de la culture, c'est celui de la diversité, c'est celui de la langue française, et ce sera le dernier enjeu. La dimension culturelle de la mondialisation, elle nous interpelle tous les jours. La langue, on l'a compris, bien sûr, pour nous, les francophones, c'est le fondement. La langue française, cette langue en partage, qui n'est langue maternelle que pour une minorité de francophones, il ne faut jamais l'oublier. C'est une langue seconde, c'est souvent une langue choisie. Donc la langue étant l'un des fondements de la francophonie, les jeunes francophones que vous êtes revendiquent certainement une approche offensive de la langue française. Et en même temps, cet équilibre avec l'ouverture de cette langue partagée à la diversité. Et 90% des jeunes ambassadeurs, vous êtes dans cette réalité de, justement, partager cette diversité des langues. C'est dans ce contexte que la francophonie, là aussi, a essayé de trouver les meilleures façons d'écouter les jeunes dans ces enjeux. Et ça a été l'idée du Forum mondial de la langue française, idée qui est venue des Espagnols, des hispanophones, avec lesquels la francophonie, à l'époque que Jean-Louis était secrétaire général, a développé avec les lusophones, les hispanophones, les arabophones, des relations extraordinaires. Et avec le Commonwealth, c'est l'une des relations les plus fortes que nous ayons. Cette édition du Forum international de la langue permettait à des milliers de jeunes de se retrouver. Ça a été le cas à Québec en 2012, vous en rappellerez. C'était le cas à Liège l'été dernier. C'est un lieu où, justement, on s'est dit avec le président Diouf, il faut arrêter de dire aux jeunes, voilà ce que vous devez penser, voilà ce qu'on vous propose, etc. Se fermer et dire, dérangez-nous, bousculez-nous, dites-nous ce que vous avez à nous dire. Vous n'aimez pas ça, la francophonie, de cet aspect-là. Dites-nous comment vous rêvez la francophonie. Comment vous aimeriez que la francophonie puisse, justement, répondre à vos attentes. Et ça a été l'objet de ces forums qui ont été de grandes réussites parce qu'ils ont eu
justement cette préoccupation de laisser les jeunes parler, de laisser la société civile s'exprimer. C'est la même chose pour les Jeux de la francophonie. Quand à Québec, on a l'idée, on crée en 87 à Québec les Jeux de la francophonie, c'est quoi l'idée? C'est pas de faire comme les Jeux du Commonwealth. Il aurait fallu mettre 10 fois le budget que la francophonie dispose actuellement si on avait voulu faire les Jeux du Commonwealth. Il fallait partir plus modestement, comme on le fait souvent d'ailleurs les francophones, mais avec des objectifs et des résultats. Et donc, on va vivre à Abidjan l'année prochaine, justement, les 8e Jeux. Et au Nouveau-Brunswick, en 2021, après une compétition féroce entre plusieurs candidatures, donc au Nouveau-Brunswick, en 2021, donc les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, c'est l'idée originale, c'est que c'est la culture et le sport. Et le meilleur de l'élite en culture et en sport. C'est là que Surin, c'est là que David Douillet, c'est là que plein de gens ont fait ont eu leur première médaille. Et qui après, donc, ont pu participer, étant accompagnés à être, dans le domaine culturel ou sportif, les meilleurs. Voilà, donc, alors en culture, alors là, je vous dis, allez sur le site. En culture, là, vous avez de quoi vous amuser en francophonie. Vous avez des fonds qui vous accompagnent, toute une série de fonds. Production d'images, circulation d'artistes, création au niveau artistique et culturel. Grégory Charles vous en parlera certainement. Donc, dans tous ces domaines, vous allez, dans tous les secteurs, vous pouvez, là aussi, profiter, bénéficier, parce qu'elle est là pour ça, de l'accompagnement de la francophonie. Le prix du jeune écrivain, si vous avez envie d'écrire un livre, chaque année, il y a un prix qui récompense au plan international le prix du jeune écrivain de langue française. Voilà. Et puis, j'en terminerai avec un projet qui nous a toujours tenu à cœur, parce que l'idée nous est venue de Philippe Sauvageau, qui, de son expérience dans le Nord canadien, au niveau des bibliothèques et de la lecture publique, avait constaté, comme nous l'avions fait, Jean-Louis, qu'en Afrique, le besoin était réel, en zone rurale et périurbaine, de donner accès aux jeunes à la culture, à l'éducation, au numérique. Et c'est les centres de lecture et d'animation culturelle, l'un des projets magnifiques, 350 centres aujourd'hui, 5 millions de jeunes qui ont accès à la connaissance. Haïti, avant le terrible tremblement de terre, avait l'un des meilleurs réseaux au monde en matière d'accompagnement des jeunes et surtout des jeunes filles, qui trouvaient là justement, en dehors du système scolaire, un lieu pour apprendre, connaître, s'ouvrir sur le monde. Et donc ça, c'est probablement l'un des beaux projets qui ont été mis en place et qui ont permis à des centaines de milliers de jeunes d'avoir accès aux études, d'avoir accès justement à des études techniques, professionnelles ou universitaires. Alors je terminerai sur la langue française. Vous dire un mot de la langue française. Bien sûr, je pourrais reprendre l'expression de mon ami Boucard Diouf, que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Boucard qui toujours dit « Mon grand-père disait, Boucard, qu'une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement, sinon elle pourrait filer à l'anglaise et frencher une autre langue. » Donc, Boucard disait ça parce qu'effectivement, il a cette passion, comme Grégory, comme d'autres, il a cette passion, et ces passionnés, ils sont importants pour notre langue française. Ils sont vraiment des gens qui nous contaminent et qui nous apportent à comprendre, justement, combien cette langue est importante. Elle est pour beaucoup de peuples encore aujourd'hui. Rappelez-vous les premières images de la Révolution en Tunisie. Les premiers mots sont en français. Les mots de liberté sont en français. Dégage. Donc, on utilise des expressions. C'est la langue, pour beaucoup de peuples encore aujourd'hui, la langue de la liberté, la langue des droits humains. Nous porterions ensemble une lourde responsabilité. Et vous comme nous, mais nous encore plus que vous, aujourd'hui. Si cette langue qui actuellement est parlée, enseignée, partout dans le monde, devait justement ne plus figurer dans le peloton de tête des grandes langues internationales. Nous porterions une grande responsabilité collective également. Si notre langue, qui est la seule langue aujourd'hui susceptible de voir tripler le nombre de ses locuteurs dans 3 décennies, eh bien, si on n'y mettait pas les moyens, on n'y mettait pas l'énergie, et j'avoue que j'ai des doutes parfois, je suis habité par des doutes. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris vraiment conscience que là, une possibilité avec le continent africain et son défi démographique, de voir justement notre langue justement se multiplier
croître et on pourrait très bien, malheureusement, la voir s'éteindre doucement pendant cette même période parce que c'est une langue choisie sur le continent africain. Et que si les jeunes générations africaines, je pourrais dire la même chose des jeunes d'Amérique latine aussi, si les jeunes ne se rendent pas compte que cette langue ne crée plus de richesse, ne crée pas d'emploi, ne leur donne pas de débouchés, bien sûr, on va l'apprendre pour la littérature, pour l'amour de la langue, pour la culture, mais si elle ne crée pas d'emploi, s'il n'y a pas de débouchés grâce à notre langue, c'est une des grandes responsabilités que nous portons actuellement, et j'avoue qu'il m'arrive parfois d'être habité par une certaine inquiétude. Et j'ajouterais aussi, comme le disait souvent le président Diouf, que nous porterions une très lourde responsabilité. Si cette langue qui, entre l'impérialisme et le fondamentalisme, a choisi l'humanisme, si justement nous avons une obligation, vous le savez, et si nous étions absents de la nouvelle gouvernance mondiale, qui est si nécessaire, eh bien, nous en serions responsables. Vous l'aurez compris, c'est une responsabilité collective. L'avenir du français est dans les mains des Africains. Mon ami Jean-Louis Roy l'a écrit, l'a dit, c'est le grand architecte que je salue à chaque fois. C'est un grand architecte de la francophonie. Il va vous le dire à la clôture avec beaucoup plus de force, de passion et de conviction que moi, qu'on a une obligation de solidarité. Une obligation de solidarité à l'endroit de ce continent, de toutes les possibilités. Et ça, c'est important pour vous, particulièrement dans le domaine éducatif. C'est pour ça que quand je disais créer des passerelles avec les autres régions, je veux dire, on a ici, vous allez multiplier année après année ces réseaux qui vont grossir et qui devraient contaminer, je l'espère justement, les autres régions du monde. On aura un sommet de chefs d'État et de gouvernement fin novembre à Madagascar. Paradis de la biodiversité, mais pays confrontés à des difficultés de gouvernance terribles. Mais c'est ce sommet aussi qui devra voir où il en est rendu avec la stratégie que les chefs d'État et de gouvernement se sont donnés à l'égard de leur jeunesse. Et là, ce sera intéressant de voir les nouvelles initiatives qui prendront place à cette période-là. En terminant, j'espère vous avoir transmis un peu, en peu de temps, ce que la francophonie, justement, peut vous offrir, ce qu'elle attend de vous. Toute cette semaine, vous aurez la chance, j'ai vu les panels et tous ceux qui ont été mobilisés, on a raison avec le recteur et d'autres de dire qu'on vous envie parce que j'aurais aimé, à 18 ans, 20 ans, 25 ans, pouvoir avoir accès à tous ces personnages. Parce que quand je vous parlais d'Aimé Césaire, à 18 ans, Aimé Césaire, moi je le voyais à la mairie de Fort-de-France. Je ne lui parlais pas. À 18 ans, on parlait pas, on n'entrait pas comme ça directement en contact. Donc c'est pourquoi j'espère que la francophonie va demeurer en mouvement. Et si elle demeure en mouvement, c'est vous qui allez la faire bouger. C'est personne d'autre. C'est vous, la jeunesse, qui allez faire bouger la francophonie. La secrétaire générale, Michaël Jean, qui a été votre première marraine, je crois, du premier groupe d'ambassadeurs, a fait de la jeunesse sa priorité et elle se mobilise dans cette direction. Mais c'est vous, il n'y a que vous, justement. Alors peut-être qu'il est temps aussi, peut-être, à vous d'y réfléchir. Peut-être qu'il est temps de réunir des états généraux de la jeunesse francophone. Peut-être qu'il est temps de trouver un autre lieu, grâce aux réseaux sociaux, justement, une plateforme d'échange qui vous permettra, au-delà de ce qui existe déjà, d'aller plus loin. Mais ce que je voudrais vous dire, en terminant, c'est à vous qu'il revient par l'engagement. Moi, j'ai contribué, comme beaucoup d'autres. Je l'ai fait avec beaucoup de bonheur quand je regarde le chemin parcouru. Mais je sais que le moment vient où il faut passer le relais, où il faut dire justement, ce que j'ai vécu, moi, à 20 ans, à 18 ans, à 25 ans, c'est à vous maintenant. Vous avez cette chance de le vivre et de tirer tout le jus de cette expérience sans savoir nécessairement, là je vous le dis moi, parce qu'à 63 ans, 62 ans, on a une autre vision des choses, on regarde le chemin parcouru. Mais ce que je vous envoie comme signaux, c'est ça, parce que vous êtes la génération qui, bien sûr, est confrontée à des problématiques que nous n'avions pas. Nous n'étions pas confrontés à toutes ces situations d'angoisse, parfois, qui, tous les jours, avec l'actualité, peut vous démobiliser. Mais ce que je dirais, justement,
si c'est à vous que revient justement cet engagement, je pense qu'il faut multiplier vos solidarités, il faut multiplier entre les jeunes de tous les continents, explorer tout ce champ prodigieux des possibles qui s'offre à vous pour faire en sorte que justice, liberté, paix, prospérité, ce ne soit pas l'apanage d'une petite minorité de quelques pourcents dans le monde, mais l'apanage de toute la famille humaine. Et ça, c'est le combat auquel je vous invite. Vous l'avez montré en faisant la démarche que vous étiez habité par cette nécessité de ce combat pour la francophonie, parce que c'est un combat de militants, et ça le demeurera encore. Ce n'est pas un truc de fonctionnaire, c'est du militantisme, c'est de la passion, c'est de l'engagement. C'est ce que je vous souhaite, non seulement cette semaine, vous allez vous charger en carburant. C'est après que j'espère dans 1 an, 2 ans ou dans quelques années, vous retrouver, vous revoir et dire que justement, vous vous êtes engagé pour faire en sorte que ce mot francophonie, qui est un mot, tant qu'il n'est pas habité, devienne justement une réalité de tous les jours et que vous la fassiez vivre et surtout que vous en profitiez comme j'en ai profité pendant des décennies. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Clément Duhem, de cet exposé très inspirant. Nous avons quelques minutes pour répondre à des questions, si vous avez des questions. Alors, il y a déjà une main levée. Alors, je vous demanderai... oui, il y a un micro, donc on va vous apporter un micro. Je vous demanderai de vous identifier et de préciser la région, le pays dont vous venez. Je n'ai pas chanté. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur Duhem, pour avoir partagé votre expérience avec nous. Est-ce que vous pourriez vous nommer et... Je suis Steven Lui, je viens d'Haïti. Merci. De rien. Alors, je suis heureux d'être au milieu de ces jeunes qui viennent d'un peu partout à travers le continent américain et qui ont tous cette vocation à rayonner la francophonie à travers les Amériques et les Caraïbes. Et étant donné que vous jouez un rôle international à travers la francophonie, je m'en vais vous poser cette question, puisque la question des études des jeunes dans la francophonie, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il n'était pas envisageable, au niveau de l'OIF, à ce qu'on développe un programme comme le type Erasmus, qui se développe en Europe, et cette fois-ci qui faciliterait les échanges à travers des étudiants francophones du continent américain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comme je ne suis plus aux affaires, comme on dit, comme j'ai quitté ma fonction d'administrateur de la francophonie il y a 1 an et demi, j'ai plus de liberté pour dire qu'effectivement, il y a des projets formidables qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Et je crois un Erasmus francophone, appelons-le comme on veut, mais le même type de concept qu'Erasmus francophone, est extrêmement important. Parce que si on ne mise pas, justement, comme je le disais, sur la mobilité, la circulation des jeunes dans l'espace francophone, je veux dire, comment voulez-vous développer un sentiment d'appartenance? Comment voulez-vous que quelqu'un puisse dire un jour, quand il trouve un emploi, c'est grâce à la francophonie que j'ai eu une bourse d'études, ou c'est grâce à la francophonie, si j'ai pu. C'est ça que la francophonie doit être aussi. C'est un lieu d'espoir. C'est de donner de l'espoir, justement, à la jeune génération. C'est la même chose où j'ai échoué. J'aurais rêvé de créer un office francophone de la jeunesse, sur le modèle de l'Office franco-québécois et des autres offices qui existent dans le monde, de l'Office franco-allemand, etc. Peut-être que je n'ai pas trouvé les bonnes paroles pour convaincre, manque de moyens, peut-être, en tout cas, toutes sortes de raisons. Mais je demeure convaincu aujourd'hui qu'un Erasmus francophone, qu'un office francophone de la jeunesse qui permettrait justement d'offrir aux jeunes un lieu où ils savent que là, ils vont trouver tout ce que la francophonie peut leur apporter est utile. Je pense qu'elle est encore utile. Mais ça appartient maintenant à ceux qui ont pris là aussi le relais et qui, avec passion et enthousiasme, je l'espère, vont justement ouvrir de nouveaux
de nouveaux espaces. Et la secrétaire générale, qui est une femme de communication, jeune, qui incarne justement ce métissage riche de la francophonie, eh bien, je suis convaincu qu'elle sera attentive à ces propositions. Merci. D'autres questions? Oui. Alors, je vais vous demander également de vous nommer. Bonjour, mon nom c'est Bonnie Lévy. Et vous venez de quel pays? Oui, je suis de Montréal, mais je suis originaire du Congo-Kinshasa. Voilà. Oui. Merci. Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur l'administrateur pour son partage et son expérience en tant que militant de la francophonie. Et il a évoqué aussi un certain nombre de programmes comme les programmes qui ont été faits avec l'Agence universitaire de la francophonie dont j'ai bénéficié donc un de ces programmes pour la formation à distance et puis je suis allé aussi à Yaoundé avec le bureau Afrique et Grand Lac et ce qui était vraiment fort intéressant. Mais moi j'aimerais renouveler ma préoccupation que j'avais faite lors de la conférence sur l'économie en francophonie. Et je ne sais pas si les initiatives du genre que nous, francophones, qu'on puisse avoir quelque chose comme un passeport francophone où on peut chaque fois contribuer, que chaque personne puisse contribuer donc de sa manière $1, $2 pour le projet en francophonie parce qu'il ne faut pas se dire toujours qu'on n'a pas de moyens, et qu'on peut créer nous-mêmes un moyen donc de partage par un passeport francophone avec $1 ou $2 et que cette initiative soit développée non seulement en Amérique, mais partout en Afrique. Parce que je sais qu'avec la jeunesse, cela est possible. Donc la stratégie jeunesse que Mme Michaël Jean, voulais-je dire, a pu développer, je pense que ça peut être comme un moyen vecteur, mais ça peut aussi contribuer à ces militantismes et puis à ce que la jeunesse puisse vraiment contribuer au développement de la francophonie. C'est par là, c'est les questions que je me pose, mais je ne sais pas si vous, en tant que politique, en tant que... vous avez beaucoup plus de voix que nous autres, si ça peut être développé quelque part. Voilà, c'est ça ma préoccupation. C'est une question centrale, c'est la question de la libre circulation des jeunes créateurs, des jeunes entrepreneurs, des étudiants. C'est la circulation à l'intérieur de l'espace francophone. Et j'ai toujours cru, comme beaucoup d'autres, que plus on aura cette capacité de circuler librement, plus on créera un territoire commun qui sera la francophonie. Et plus on saura, on est dans la francophonie. Malheureusement, et là, je vais laisser là aussi, c'est ça qui est formidable quand vous terminez une mission et qu'une nouvelle équipe arrive, c'est qu'elle peut tenter, là où vous avez échoué, de réussir. Mais sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez eu des refus de visa, mais moi, j'ai rarement vu une réunion francophone internationale sans avoir des problèmes de visa, en raison de la situation mondiale que vous connaissez. Mais en 1999, ça a été une des rares fois où j'ai vu le président Diouf en colère. Il était président du Sénégal à ce moment-là. C'est un homme qui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont dû le voir en colère. Moi, je l'ai vu très rarement, mais là, en 1999, on l'a vécu. Je pense qu'on est quelques-uns, Jean-Louis et d'autres, à se rappeler. Jean-Louis Roy avait mis en place justement un groupe de travail de grands juristes internationaux avec un rapport extraordinaire pour permettre justement au sommet de Moncton, à 1999, d'aborder la question de la libre circulation au sein de l'espace francophone. Tout le monde était d'accord avant le sommet de Moncton. Tout le monde était d'accord pour dire c'est formidable avancé, comme le Commonwealth l'a fait avec le passeport. Vous savez qu'à une époque, le Commonwealth, le passeport canadien, on avait marqué, on était sujet de Commonwealth, on pouvait circuler dans le Commonwealth. Il y avait un privilège. On arrivait à Londres, il y avait un guichet spécial, membre du pays du Commonwealth. Donc, toutes ces idées-là, on les avait mis de l'avant en se disant, voilà une façon pour la jeunesse de nos pays de la francophonie de se dire, ah ben ça c'est formidable, mon pays dans la francophonie, ça me permet de circuler dans cet espace-là. En 1999, on présente, tout le monde est d'accord, tout d'un coup, des pancartes se lèvent, Canada, France, etc. On a réfléchi, mais quand même, est-ce que c'est quand même complexe, c'est compliqué, etc.
Et là, j'ai vu le président du Sénégal prendre la parole et dire, écoutez, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'objection, qu'on est tous, c'est consensuel. Là, j'en révèle peut-être plus que je devrais, mais... Donc, et les grands pays du Nord disent non au niveau de la sécurité. Alors, aujourd'hui, imaginez-vous, on est en 99, on n'a pas connu les événements de 2001 à New York, là, on est en 99, on n'est pas rentré encore dans ce cycle du terrorisme, si on avait déjà, mais on n'était pas rentré dans cette obsession sécuritaire. Je pense qu'il faut... La question est sur la table. Certains pays ont fait des mesures. La France a pris, il y a quelques années, une mesure favorisant justement la libre circulation, en priorité des francophones, etc. Mais collectivement, nous n'avons pas réussi. Alors aujourd'hui, où au lieu d'être 23 autour de la table, on est 57 membres et puis 20 et quelques observateurs, ce sera d'autant plus difficile d'arriver à ce consensus. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Mais je demeure convaincu comme vous que voilà là aussi un défi auquel il faut se confronter parce qu'à chaque fois qu'on organise une conférence maintenant en francophonie ou une manifestation, on se retrouve confronté à cette difficulté de la libre circulation. Merci Clément. Alors, une dernière question pour cette matinée, oui? Alors, vous vous nommez, vous indiquez votre origine également. Bien, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Elina, je viens de la République dominicaine. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier encore une fois pour les conférences, c'était vraiment très intéressant. Et maintenant, je sais que, comme moi, nous avons beaucoup décidé dans la tête. Donc, je vais vraiment essayer de structurer ma question. À partir de ce que vous avez mentionné pendant la conférence, la discussion qu'on a eue tantôt avec les questions, je me demande si peut-être un grand défi qu'il y a à la francophonie par rapport à l'unification et à la libre circulation, c'est peut-être le fait qu'on les voit de son point étatique et pas nécessairement de la personne, de l'individu. Parce que, par exemple, au sein de la OIF, il y a des États observatoires, mais qui ont une grande communauté francophone. C'est le cas, par exemple, de la République dominicaine. Donc, ce qui me fait réfléchir, à votre avis, est-ce que peut-être on devrait parler, nous comme jeunes ambassadeurs et ambassadrices, d'une nouvelle génération de la francophonie, une nouvelle façon de la regarder, de la promouvoir, peut-être en laissant derrière nous ces outils qu'on a déjà utilisés, qui apparemment n'ont pas bien réussi. Donc, c'est ça que je me demande et j'aimerais connaître votre opinion si c'est possible. Merci. C'est une très belle question, très bien structurée d'ailleurs. Et la République dominicaine, j'ai oublié tout à l'heure, est observateur également de... Tout à fait, vous avez raison. L'OIF est vu... S'il n'y avait que l'Organisation internationale de la francophonie, que les gouvernements, il y aurait une difficulté inévitablement parce que la francophonie est née de la société civile. Elle est née de la base, elle est née de la jeunesse. C'est ça qu'on oublie parfois. Le politique est venu après. Le politique est venu structurer. On a besoin du politique. C'est ce qui structure etc. Mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que la francophonie a fait comme réflexion? Elle s'est rendue compte que plus elle multipliait ses réseaux de la société civile, plus elle faisait en sorte d'engager, d'impliquer des citoyens dans tous les domaines professionnels ou dans les domaines de la jeunesse, justement, avec les exemples que je vous ai donnés, elle en sortait beaucoup plus forte. Mais la francophonie, je me suis dit, a un grand défi devant elle, c'est qu'elle n'arrive pas encore à mobiliser les moyens financiers dont elle a besoin pour répondre à ses ambitions. Et ça, c'est une grande... Je vous ai peut-être fait rêver, là, mais il y a une réalité, parce qu'il y a le rêve et il y a la réalité. C'est que la francophonie n'a jamais, même si elle a réussi à en avoir plus, elle a toujours été confrontée à cette difficulté de dire, de mobiliser pour ça. Et ça, je me dis que l'engagement citoyen est la seule façon de faire pression sur les gouvernements pour donner les moyens qu'il faut, ou aux fondations de donner les moyens. Et c'est à vous de développer, c'est à vous, je le répète, c'est à vous, c'est dans vos mains, cette idée. Elle peut mourir, et elle peut devenir encore plus extraordinaire parce qu'elle est dans vos mains. Et parce que vous vivez tous dans des contextes différents, c'est ça sa richesse aussi. On est sur tous les continents, on est dans des situations très différentes les uns des autres, et pourtant on a en partage non seulement une langue, mais les valeurs qu'elle porte. Et c'est là que je me dis, quand je dis foncer, bousculer,
ne tenez pas compte de nos... Nous, on parle toujours, quand je parle, et d'autres qui ont l'expérience que j'ai, on parle aussi en ayant toujours derrière nous les échecs qu'on a eus et dont qu'on tait, qu'on veut surtout pas parler, les contraintes qu'on a eues, qu'on veut dire mais pas trop dire. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Moi, je pense qu'il y a une page blanche, vous avez la plume, il faut l'écrire. Il faut écrire ce nouveau chapitre de la francophonie, et c'est vous seul qui allez pouvoir l'écrire. C'est pas moi. Moi et ceux qui vont vous parler cette semaine, on va vous donner des clés de lecture. On va vous donner notre expérience avec les mots. Bon, j'ai essayé, peut-être pas parfaitement comme j'aurais voulu le faire, mais j'ai essayé de vous communiquer des clés. Mais c'est une page maintenant, je dirais, une fois que j'ai terminé, il y a une page blanche, c'est vous qui avez la plume, on vous a donné la lettre, l'esprit, à vous d'écrire la lettre. Muchas gracias. Merci, cher Clément Duhem. Alors, écoutez, il va falloir mettre un terme à cette très belle matinée. Merci à tous et à toutes de votre présence. Clément Duhem, vous restez avec moi. Alors, écoutez, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont pris la parole ce matin et en fait remettre à Clément Duhem, au nom des jeunes ambassadeurs du Centre de la francophonie des Amériques et de l'Université de Montréal, ce petit cadeau qui est un gage de notre amitié.